Tu connais cette sensation quand la pression atmosphérique chute juste avant l'orage? Ce silence lourd où les oiseaux s'arrêtent de chanter et attendent? C'était exactement l'ambiance dans la salle de conférence ce mardi matin-là. Étage 32, boulevard Haussmann, Paris 8e. Vue sur la Seine, qui coulait gris sous un ciel qui semblait vouloir fondre sur la ville d'une seconde à l'autre. Et moi, j'étais assise à côté d'une table en acajou massif, un bloc-notes fermé sur les genoux, en train de regarder mon propre monde se désagréger en temps réel. Mon nom est Isabelle Marchand. J'étais directrice senior des comptes clients chez Stratégie Conseil Partners, le plus grand cabinet de conseil en stratégie d'Europe continentale. 2700 collaborateurs, 63 partenaires, 340 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Des bureaux à Paris, bien sûr, mais aussi à Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Madrid, Istanbul même. Du 24e au 42e étage du bâtiment Haussmann, c'était tout nous. Les gens t'appelaient ceux du Haussmann, comme si on était une institution. Et franchement, on l'était. On représentait quelque chose que les grandes entreprises recherchaient. Et pendant 9 ans, 9 années entières, du début 2015 à la fin 2024, j'ai bâti quelque chose que très peu de gens dans ce secteur parviennent à construire. Ce n'était pas un contrat renouvelable sur 3 ans. Ce n'était pas une relation contractuelle tenue par des clauses bien écrites et des pénaltys. C'était une relation véritable, profonde. Le genre de relation où les gens t'appellent directement parce qu'ils savent que tu vas leur dire la vérité, même si ça leur plaît pas, même si ça les met en colère, même si ça va les coûter du temps et de l'argent. Et surtout, tu fais ça sans hésitation, sans calcul politique, sans te demander si ça va te coûter ton boulot. Le groupe Aubert, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Basé à Lyon, mais opérant dans 17 pays différents. Europe bien sûr, mais aussi Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, même un peu en Afrique du Nord. Conseil en restructuration industrielle, optimisation de chaînes d'approvisionnement, transformation numérique, le genre de missions qui prennent 2, 3 ans parfois, qui réclament une compréhension profonde de la culture d'une entreprise, de son histoire, de ses blessures, de ses peurs. Et qui échoue catastrophiquement si tu n'as pas gagné la confiance personnelle du décideur. Et pas juste un décideur. Le décideur. Le fondateur. Le type qui contrôle absolument tout, jusqu'au plus petit détail. Henri Aubert. 67 ans. Pas de master. Pas d'école prépa. Rien de ces trucs-là. Il y a 50 ans, il a commencé comme ouvrier à 17 ans dans un atelier de mécanique minable à Lyon, payé 3 francs de l'heure. Bah oui, on parlait en francs encore. À faire des choses qui cassaient le dos et l'âme. 78 heures par semaine pendant 6 ans. Puis il a pris le risque. Énorme. Presque suicidaire. Il a emprunté 60 000 francs à ses parents et à 3 copains d'atelier. Il a ouvert son propre atelier en banlieue de Lyon. 6 mois de perte, 1 an de plus. Et lentement, brutalement lentement, ça a commencé à marcher. Après 20 ans, il avait 200 employés. Après 30 ans, 1000. Et quand la crise financière de 2008 a frappé, tu sais, quand le monde a presque sombré et que tout le secteur industriel a failli disparaître, Aubert a presque fait faillite. Vraiment presque. Ses clients se sont sauvés vers d'autres fournisseurs. Ces fournisseurs ont réduit le crédit. Les banques se sont fermées. Il a licencié 170 personnes en 3 mois. Peut-être que tu as jamais eu à licencier 170 gens à qui tu donnais du travail depuis des années. C'est quelque chose qui te marque, profondément. Ça reste avec toi. Et pendant 2 ans, littéralement 2 ans, il s'est demandé chaque matin s'il allait y arriver. Mais il y est arrivé. Aujourd'hui, le groupe Aubert emploie 4300 personnes et opère dans 17 pays en Europe, Asie du Sud-Est et Moyen-Orient. Henri Aubert ne lit jamais une présentation PowerPoint. Jamais. Tu lui en montres une, il te regarde avec une expression entre la pitié et la fatigue extrême et il te dit « Vous avez le résumé d'une page ?» Si tu lui dis « C'est à la slide 12 »,
il te redirige directement vers la porte. Ce qu'il fait, c'est t'appeler. Directement. Sur ton téléphone personnel. À 6 heures du matin, avant sa première tasse de café. À 22 heures le soir, après avoir signé les derniers papiers de la journée. Et il pose des questions. Des questions précises. Des questions sur les détails que tu croyais avoir mentionnés en passant, en 3 secondes, dans une réunion 2 mois auparavant. Des questions que tu n'avais pas préparées, que tu avais oubliées toi-même, qui te font réaliser qu'il lisait réellement les notes, qu'il y pensait après les appels. Et si tu ne sais pas la réponse, il le sent. Il le sait immédiatement. Il a développé un radar presque surnaturel pour détecter le bluff. Il déteste les gens qui bluffent. Il déteste encore plus les gens qui prétendent savoir, mais qui se trompent. Moi, il m'a appelé 3 fois pour me dire que ma vie était en danger. Pas au sens littéral. Personne n'a jamais envoyé de tueur à gages. Mais pour lui, perdre la confiance d'un partenaire était un risque mortel pour son entreprise. Tu comprends ? Ce n'était pas juste « dommage, on trouve quelqu'un d'autre ». C'était « si on perd cette relation, on perd peut-être 10, 20, 50 millions d'euros ». Et quand je dis millions d'euros, je ne parle pas de petits montants. Je parle de dizaines de millions. C'est à ce niveau que tu opères quand ton client fait 500 millions. C'était une catastrophe silencieuse en train de se préparer. C'était existentiel. C'était la survie de l'entreprise. La première fois, c'était en 2019. Un projet de fusion avec un grand équipementier allemand, Schneider Electric, très complexe, très risqué, très stratégique. Culturellement explosif aussi. Les Allemands hyper précis, hyper méthodiques, Aubert hyper pragmatique, hyper flexible, 2 mentalités qui n'aiment pas se frotter. 3 semaines avant la signature définitive, Aubert m'a appelé à 7 heures du matin. « Isabelle, je sens que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quoi exactement, mais c'est une sensation physique. Votre gars, tu parlais d'un junior que j'avais mis sur le dossier, très brillant, très rapide, trop rapide peut-être. Votre gars a parlé aux banquiers hier, et il leur a dit des choses qui ne correspondent pas à notre stratégie interne. » J'ai vérifié immédiatement. Il avait raison. Le junior, dans un moment de bravoure mal placé, avait improvisé une clause de rupture anticipée qui aurait donné à Schneider Electric des options sur une partie des stocks. C'était catastrophique. Silencieusement catastrophique. Aucun client n'allait signer un accord comme ça. Ça donnait trop de pouvoir à l'autre partie. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à refaire l'accord de zéro, ligne par ligne, avec les avocats des 2 côtés. Aubert ne l'a jamais mentionné à mon chef, Olivier Beaumont, le directeur du développement de l'époque. Il m'a juste dit « Merci, je savais qu'il y avait quelqu'un qui écoutait vraiment ». La deuxième fois, c'était en 2021. Une transformation numérique majeure. Un partenaire technologique que j'avais choisi pour piloter le projet était en train de sombrer lentement. Cash flow négatif, fondateur en divorce public presque, le chaos en costume-cravate. On était 2 semaines avant de signer l'implémentation. 2 semaines avant de verser le premier paiement de 3 millions d'euros non remboursables. Je l'ai appelé moi-même. C'était rare que j'appelle Aubert pour lui dire « On doit arrêter », un samedi matin. « Henri, il faut qu'on s'arrête maintenant. Cette boîte ne va pas survivre à l'année, j'en suis certaine. Les fondateurs se battent, les clients partent déjà. » Lui. « Vous en êtes sûr ?» Moi. « Certaine. » « D'accord, je ferme ça demain. » Le jour suivant, il a envoyé une lettre au partenaire disant que les circonstances avaient changé. 3 semaines plus tard, on avait un nouveau partenaire, 3 fois plus stable, 2 fois moins cher. Et 1 an après, la première boîte a vraiment fait faillite. Aubert m'a dit « C'est pour ça qu'on vous paie, vous pensez, vous n'imaginez pas. » La 3e fois, en 2023. Une acquisition. Un concurrent régional semblait spectaculaire sur papier. Produits innovants, présence géographique stratégique, portefeuille client diversifié. On aurait pu les avaler facilement, ça aurait fait sens. Mais en creusant les chiffres, vraiment creusant pendant des semaines, j'ai trouvé quelque chose.
Une structure de dette invisible, des prêts garantis par des fonds de PE avec des obligations compliquées et interconnectées. C'était du risque systémique caché. Exactement le genre de piège dans lequel Aubert aurait pu sombrer. Je l'ai appelé. « Henri, je sais qu'on aime cette cible, mais les dettes qu'il cache, tu ne dois pas faire ça. Tu pourrais perdre des centaines de millions. » Et il a fermé. Pas de question, pas de débat. 3 mois plus tard, ce concurrent a eu des problèmes de liquidité massives. Les PE les ont forcés à déprécier. Ils auraient pu couler Aubert avec eux. 9 ans. 9 années de nuits sans sommeil. De vol Paris-Lyon à 6 heures du matin pour une réunion qui finalement n'existait que dans la tête d'Aubert. De négociations dont mon propre patron ne connaissait même pas l'existence. De confidentialité absolue parce qu'Aubert n'aime pas les fuites. De précision chirurgicale. D'intuition qui venait d'une chose simple. Je le connaissais. Je connaissais son obsession viscérale pour la stabilité de sa chaîne d'approvisionnement. C'était là qu'il avait presque coulé en 2008. Je connaissais sa peur sourde de devenir une bulle de haut de marché. Je connaissais son besoin absolu de rester propriétaire, réellement, complètement propriétaire, de son entreprise. J'étais pas juste sa prestataire. J'étais sa personne de confiance, sa vraie personne. Et puis, en septembre 2024, est arrivé Maxime Lenoir. Maxime est entré dans le cabinet comme une publicité pour une eau de toilette haut de gamme. Et j'utilise « comme » parce que c'était exactement ça. Une mise en scène si soignée que tu ne pouvais pas être sûr si c'était de la vraie confiance ou juste du grand théâtre masculin. 38 ans. Costume bleu marine trop bien coupé, probablement Tom Ford ou Givenchy, quelque chose à 1 500 €, peut-être 2 000. Chaussures Berluti qui brillaient comme des miroirs neufs. Montre Rolex Submariner qu'il vérifiait toutes les 6 minutes comme si elle allait disparaître. Sourire super blanc qui avait probablement coûté plus cher qu'une voiture neuve. MBA, ESCP, suivi de 3 ans consultant principal chez McKinsey à New York, suivi de 2 ans manager senior chez Accenture dans leur division Strategic Transformation. Un CV qui sonnait comme celui d'une start-up que les journalistes du Financial Times appelleraient la prochaine licorne. Il avait été recruté au niveau de directeur du développement client. L'annonce disait quelque chose comme « Rejoignez-nous pour réinventer nos modèles de relations avec les plus grands groupes industriels européens. Vous moderniserez nos approches, vous apporterez les frameworks de demain. » Ce qu'il comprenait réellement, c'était reprendre tous les gros comptes que les anciennes directrices de comptes détenaient, les transformer en écosystèmes standardisés, les gérer lui-même avec ses 120 slides et prendre tout le crédit. Maxime ne parlait jamais français quand il pouvait parler anglais. Écosystème, synergie, disruption, value chain optimisation, stakeholder alignment. Quand il voulait dire « comment on vend », il disait « customer journey optimization ». Quand il parlait de faire vite, il disait « agile methodology ». Et chaque fois, il regardait son téléphone pour vérifier s'il y avait un message important de McKinsey. Mais voilà la chose. Et c'est hyper important que tu le saches. Maxime n'avait jamais gardé une relation client qui lui échappait. Jamais. Chez McKinsey, les projets durent 12 semaines. Chez Accenture aussi. Tu arrives, tu fais ton travail, tu fais des jolies présentations, tu génères un rapport de 100 pages, tu pars. 4 mois plus tard, d'autres clients, d'autres villes, d'autres hôtels de luxe. Le monde est nouveau chaque fois. Les relations n'ont pas le temps de devenir réelles. Il n'avait aucune idée, zéro, de ce que c'était une relation de 9 ans. Pendant ces 3 premiers mois, j'ai regardé Maxime travailler comme on regarde une tempête à l'horizon. Inévitable, destructrice, à venir. Et j'ai compris avec une clarté presque douloureuse qu'il venait pour prendre, pour absorber, pour transformer mes comptes en ses propres comptes, parce que dans la langue de Maxime, il n'y a que la domination ou l'invisibilité. Pas de place pour coopération ou partage. Il a commencé petit. Il s'incrustait dans les réunions de préparation.
Isabelle, c'est gentil, mais je vais prendre la direction de cette rencontre. Une voix unifiée, c'est plus impactant pour le client. Je disais oui. Pourquoi contester ? Je voulais voir jusqu'où il irait. Je voulais le regarder se planter lui-même. Les clients remarquaient le changement. Le ton était différent, les priorités aussi. Mais Aubert remarquait le changement. Il m'a appelé après la deuxième rencontre. Qui c'est ce mec ? Il a un accent que j'ai jamais entendu en France. C'est quoi, McKinsey ? Moi. Le nouveau directeur du développement client. Lui. Il sait ce qu'il fait ? Moi. Je ne sais pas encore. Attendons de voir. Maxime appelait les relations clients des relations à optimiser. Les comptes des opérations à packager et scaler. Les missions de 2 ans des engagements à densifier. C'était du jargon vide, le genre de parlotte qui sonne sensationnel dans une présentation aux actionnaires lors d'une augmentation de capital, mais qui dit exactement zéro sur ce qu'on faisait réellement, sur les vrais enjeux, sur ce qui gardait un client éveillé la nuit. Et plus il parlait, moins il comprenait. C'est comme ça, avec le jargon. Plus tu l'utilises, moins tu dois penser aux choses réelles. Plus tu dis des mots grands et ronds, moins tu dois affronter les détails mesquins et vrais. Avec Aubert, franchement, il n'avait aucune chance. C'était clair dès le départ. Henri Aubert détestait le bullshit managérial comme les vampires détestent l'eau sainte. Il l'avait dit une fois à un partenaire technologique qui avait utilisé le mot « innovant » 3 fois en 5 minutes. Innovant, c'est ce que vous faites, pas ce que vous dites. Si vous le dites, c'est que vous n'êtes pas sûr que c'est vrai. Le type n'a jamais été recontacté. Son contrat a été terminé 10 jours plus tard. Mais Maxime ne le savait pas. Et même s'il l'avait su, il aurait pensé pouvoir le charmer avec sa confiance débordante, son prestige McKinsey, son vocabulaire impeccable. C'est le problème avec les gens comme Maxime. Ils confondent l'image avec la réalité. Ils pensent qu'un beau costume et un excellent vocabulaire vont te faire oublier que tu ne sais rien. 3 mois après son arrivée, Maxime a pris sa décision. Il avait beaucoup réfléchi. Il m'a appelé dans son bureau, un vrai bureau avec vue sur Haussmann, avec la hiérarchie clairement marquée. Isabelle, j'ai réfléchi à la stratégie client globale. Le compte Aubert nécessite une approche plus structurée, plus moderne. Je vais diriger la prochaine revue trimestrielle personnellement. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai laissé le silence durer 1 seconde ou 2. C'est une belle opportunité pour toi, a-t-il ajouté, se précipitant pour remplir le silence. Tu pourras assister, tu pourras prendre des notes, tu auras un rôle de support très important pour la revue. C'est une belle occasion d'apprendre. Je le regardais. Je regardais son sourire blanc, ses chaussures brillantes. 9 ans. 9 années de nuit sans sommeil, de vols ratés pour urgence Aubert, de relations du bord de la faillite, de négociations dont personne ne connaissait l'existence, de précision chirurgicale. Et maintenant, j'étais support. D'accord, j'ai dit, et j'ai su, à ce moment précis, que tout était terminé. La réunion était programmée pour un jeudi, 14h30, mais Aubert serait en retard, sa façon de contrôler la pièce. Maxime était déjà sur place à 13h45, testant sa présentation sur le projecteur dernier cri, ajustant les lumières avec une télécommande comme s'il préparait un concert. 117 slides. Je sais parce que j'ai regardé par-dessus son épaule. 117 slides pour une revue trimestrielle avec un client qui n'avait jamais lu une présentation PowerPoint de sa vie, qui pensait que les slides c'était de la distraction et pour qui la seule vraie question était « Qu'est-ce que vous m'apportez que je ne pourrais pas me trouver moi-même » Et cette réponse, ce n'était pas une diapositive, c'était moi. Mais d'accord Maxime, c'est toi qui diriges. Je me suis assise au fond de la salle, littéralement au fond. Maxime avait changé la disposition. Au lieu d'une table ronde, symbole d'égalité, il y avait maintenant une configuration de salle de cinéma, avec lui en position de présentateur et nous comme audience passive. Quand Aubert est arrivé à 14h42, il détestait être trop à l'heure, il a regardé la salle.
Il a regardé Maxime assis à la place du pouvoir. Il a regardé moi, au fond, un bloc-notes vierge sur les genoux. Il a gardé son manteau. « Bonjour, monsieur Aubert », a dit Maxime, avec ce sourire blanc et ce ton un peu trop enthousiaste, celui qu'on utilise avec des enfants. « Merci beaucoup de consacrer du temps à cette revue trimestrielle. » Aubert a hoché la tête. Il m'a rien dit. Maxime a commencé. Du point de vue technique, c'était impressionnant. Voix grave, posée. Il bougeait correctement dans la salle. Les slides étaient bien faites, avec des graphiques en 3D qui tournaient, des cartes thermiques en dégradé, des diagrammes de flux sophistiqués. Mais elle ne disait absolument rien de pertinent à Aubert. Je comptais mentalement les fois où Maxime utilisait un détail vraiment spécifique au groupe Aubert. Une donnée de chiffre d'affaires, une mention du problème des fournisseurs allemands, un commentaire sur sa stratégie. Zéro. Rien. Slide 45. Quelqu'un a toussé. La toux de l'ennui. Pas agressif, mais définitif. Slide 62. Maxime était en train de parler du Digital Transformation Momentum et je voyais Aubert qui se renfermait. Une très légère fermeture des paupières. Une modification imperceptible de sa posture, comme un chat qui prépare une attaque. Je le connaissais. Je savais que cette phrase venait de le perdre, qu'à partir de ce moment, il n'écoutait plus vraiment. Slide 87. Aubert a posé une question. Directe. Vous parlez ici d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Dans notre dernière mission, il y a 4 mois, on avait identifié un problème spécifique dans le système de suivi des stocks chez nos fournisseurs allemands. Chez Schneider Electric, spécifiquement. Vous avez une perspective sur comment on adresse vraiment ça? C'était une question piégée. Pas méchante, Aubert n'était jamais méchant. Mais c'était une question pour tester si Maxime connaissait réellement le dossier. Un détail granulaire que j'avais soulevé lors d'un appel le mois dernier. Maxime n'avait aucune idée de ce qu'Aubert disait. « Ah oui, a-t-il dit, avec ce ton de quelqu'un qui essaie de gagner du temps. C'est un élément très important. Nous pensons que la meilleure approche, c'est une approche véritablement holistique, multi-stakeholder, pour créer un écosystème d'amélioration continue. » Il a cherché une slide pertinente. Il y en avait environ 60 contenant le mot « écosystème ». Il a cliqué. Slide 89. Integrated Supply Chain Value Delivery Platform. Joli. Visuellement inspirant. Ça ne disait absolument rien. Aubert le regardait juste, attendant une vraie réponse. Et puis Maxime a fait l'erreur. La grosse. L'erreur qu'on ne peut pas se permettre avec un client comme Aubert. Il a pris une respiration, celle que tu prends avant de dire quelque chose d'irréversible, et il a continué. « Je pense qu'il est important, a dit Maxime, d'une voix que je reconnaissais, sa voix McKinsey, de ne pas se perdre dans les détails opérationnels. Vous m'engagez pour une vision stratégique, pas pour les petits réglages quotidiens. Ces granularités, c'est le rôle du support, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est la vision. Et la vision, monsieur Aubert, c'est de créer un paradigme de scalabilité holistique, où chaque décision stratégique alignée sur vos objectifs d'expansion régionale peut être dupliquée, modularisée, optimisée dans une logique d'écosystème partenaire. Je l'ai écouté, chaque mot, et je savais, avec une netteté cristalline, que c'était terminé. Parce que Maxime venait de dire, en gros, les détails, ce n'est pas mon travail. Mais pour Aubert, les détails, c'était justement la seule chose qui avait de la valeur. Les détails, c'est la vie. C'est là que se cachent les risques. C'est là où tu trouves la vraie sagesse. Il y a eu un silence. 3 secondes qui semblent beaucoup plus longues. L'atmosphère de la pièce a changé, physiquement. Je pouvais sentir le moment où tout basculait. Pas progressivement, mais d'un coup, comme un interrupteur qu'on éteint. Et puis Aubert a regardé vers moi. « Isabelle, a-t-il dit, avec un ton qui était à la fois une invitation et un test. Vous aviez une perspective sur le problème allemand, il me semble ?» C'était mon moment, mon ouverture. Je pouvais tout clarifier, reprendre le contrôle. Mais Maxime s'est interposé. Il a levé la main. « Écoutez, a-t-il dit,
Elle, c'est juste du personnel support. Vous devriez vraiment l'ignorer et vous concentrer sur la vision stratégique que je vous propose. Voilà, ce moment. Elle, c'est juste du personnel support. Je ne me suis pas levée tout de suite. J'ai pris une seconde. Une seule seconde longue et cristalline. J'ai respiré. J'ai regardé Aubert. Ses yeux avaient changé. Ce n'était plus de la patience. C'était quelque chose de plus sombre. L'étincelle qu'on voit chez quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a fait une erreur monumentale. Puis j'ai posé mon bloc-notes fermé sur la table. Un geste délibéré, contrôlé, ritualisé presque. J'ai pris mon sac et je me suis levée. Pas en vitesse, pas dramatiquement, avec une lenteur cérémonielle. Et j'ai marché vers la porte, calmement, sans précipitation, sans drame, sans mots. À la porte, j'ai entendu Aubert se lever. Le bruit de sa chaise. « Où allez-vous » a-t-il demandé. Sa voix était différente. Ce n'était plus celle d'un client. C'était celle d'un homme qui venait de se rendre compte qu'il avait perdu quelque chose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la porte et je suis sortie. Derrière moi, j'ai entendu sa voix. « Bonne journée, monsieur » adressée à Maxime. Pas d'insulte, pas de ton élevé. Juste ce ton qui est pire que n'importe quel cri, le ton d'une porte qui se ferme à jamais. Et puis j'ai entendu Aubert qui demandait la sortie, et je savais, avec une certitude calme, qu'il me suivait. L'ascenseur est descendu doucement, Aubert et moi, seuls dans ce cube d'acier. Il y avait de la musique d'ascenseur, du Satie, je crois, gymnopédie. Aubert a regardé les numéros des étages qui clignotaient. 28, 27, 26. « Vous faites quoi maintenant » a-t-il dit. Pas « vous allez faire », vous faites. « Je ne sais pas encore » j'ai répondu. « Je viens de quitter mon travail. » « Vous voulez un café ?» Nous avons pris un café dans une brasserie juste en face du building. L'endroit s'appelait La Paix. Le nom était ironique. C'était assez vide. Aubert a commandé un espresso. Moi aussi. On s'est assis près de la vitrine, d'où on voyait le building de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir l'étage 32 d'ici. « Je vous connais depuis combien de temps ?» a dit Aubert. « 9 ans. »« 9 ans. Et en 9 ans, combien de fois vous vous êtes trompé avec moi ?» J'ai réfléchi. 2 fois. Peut-être 3. 3 quoi ? 3 recommandations qui n'ont pas marché comme prévu. Mais on a corrigé. On a trouvé des solutions. Exact. 3 fois. Et combien de fois j'ai presque perdu de l'argent ou du temps, et vous aviez senti que quelque chose ne collait pas. Je n'ai pas compté. Moi oui, a dit Aubert, beaucoup, plus que 3. Et ce mec avec son costume ridicule et sa confiance McKinsey, il vous dit que vous êtes du support. Il a secoué la tête, lentement. Non, ce mec, il ne sait rien. Il ne sait même pas ce qu'il ne sait pas. Vous savez ce que vous ne savez pas, et vous le dites. C'est ça qui change tout. Il a pris une gorgée de café et a continué. La différence entre vous et lui, c'est une ligne très simple, très simple. Vous doutez de vous. Vous vous demandez si vous avez raison. Et ça, c'est la seule chose qui rend quelqu'un vraiment fiable. Parce que ça veut dire que vous pensez, vraiment. Vous ne faites pas juste répéter les choses que vous avez lues dans un livre de McKinsey. Vous pensez. Et c'est rare. Je l'ai écouté. J'ai vraiment écouté. Parce que je savais qu'il avait raison. « Vous avez une non-concurrence » a-t-il demandé. « Probablement. Je vais devoir vérifier avec un avocat. »« Faites-le aujourd'hui. Et puis vous m'appelez. D'accord ?» Je suis rentrée chez moi vers 17h. J'ai appelé un ami avocat, quelqu'un de fiable. Les clauses de non-concurrence en France sont valides seulement si elles sont raisonnables en durée, territoire et secteur. Celle du cabinet était 18 mois de non-concurrence, Île-de-France, secteur du conseil en stratégie à de grandes entreprises. C'était trop restrictif. Un juge dirait probablement que c'était excessif, surtout pour un cabinet qui avait laissé partir volontairement un collaborateur senior. Bref, j'étais libre. Légalement libre.
ce qui est mieux que juste libre. À 18h30, Aubert a appelé. Alors ? Je peux. Légalement, je peux lancer ma propre boîte immédiatement. Peut-être avec un peu de prudence sur la localisation pour les premiers clients, mais rien qui m'empêche vraiment. Bien. Ça vous dirait de l'appeler comment ? Je n'y avais pas réfléchi sérieusement. Mais dans le taxi du retour, j'avais eu une idée qui m'avait suivie. Une boutique de conseil. Pas grande. Quelque chose de personnel, intelligent, attentif, humain. Ether Conseil, j'ai dit. Il y a eu un silence. Pourquoi Ether ? A-t-il demandé. Parce que c'est ce qu'on respire. C'est invisible, mais c'est ce qui maintient les choses en vie. Les anciens pensaient que c'était l'air des dieux, le plus pur, le plus vital, invisible, mais partout. Aubert a ri. Un vrai rire, pas un rire poli. Ça me plaît. Vous avez besoin de combien de temps pour la lancer ? 1 semaine, peut-être 2. Vous l'avez. Et Isabelle ? Oui. Vous avez besoin d'un premier client ? C'est là, je crois, qu'on peut dire que j'ai pleuré. Pas beaucoup, juste un peu. Des larmes silencieuses, dans le taxi qui redescendait le boulevard Haussmann, en bas du building, en bas de 9 ans. Ether Conseil a été enregistré légalement le lundi suivant. Bureau petit mais bien situé, 4e arrondissement, près du Marais, rue de l'Ancienne Comédie. 2 collaborateurs au départ, une junior qui avait travaillé avec moi depuis 3 ans, une autre qui avait aussi travaillé sur le compte Aubert. On a signé avec Aubert le mercredi. Pas 2 semaines après mon départ. 48 heures. Pas de nouveau contrat à signer. On avait déjà un contrat, celui des 9 dernières années. Je lui ai juste dit « Tu sais où me trouver et je sais ce qu'il faut faire ». Il a signé le papier administratif et il est parti. 3 autres clients ont suivi en moins d'1 mois. L'un d'eux, je l'avais sauvé d'une mauvaise acquisition en 2021, une fusion-acquisition qui aurait pu le couler comme une pierre. Je l'avais appelé à 3 heures du matin d'un samedi parce que j'avais découvert quelque chose dans les chiffres que personne d'autre n'avait vu. Il m'avait dit merci et pendant 3 ans, il m'avait demandé d'être dans tous ces dossiers importants. L'autre était un client qui, pendant 2 ans, avait demandé au cabinet de m'avoir spécifiquement dans son projet. À chaque fois, on lui disait non. Isabelle n'est pas disponible. Isabelle est occupée sur d'autres comptes. Isabelle a une surcharge de travail. C'était du pur mensonge politique. J'aurais pu le servir. Le 3e était un PDG d'une grande chaîne d'hôtels de luxe qui m'avait croisé à une conférence professionnelle une fois. Une seule fois, 6 ans auparavant. Et il s'était dit « Je veux travailler avec cette fille un jour ». Il savait où j'étais. Et il venait. Parce qu'il savait ce qu'ils avaient eu avec moi. Pas une prestation, une relation. Chez Stratégie Conseil Partners, le chaos a commencé immédiatement. Dans les heures qui ont suivi mon départ, Maxime a essayé de rattraper Aubert. Un email 1 heure après que j'ai quitté la salle, rédigé dans la panique, avec des excuses écrites maladroitement. Aubert ne l'a jamais ouvert. Il n'avait rien à voir avec ça. C'était trop tard. Les dés étaient jetés. Il a fait envoyer une lettre officielle. Nous résilions nos engagements respectifs. Les rapports contractuels seront fermés conformément aux modalités de rupture. Veuillez ne plus nous recontacter. Pas cruel, pas vengeur, juste final. Aubert qui part, c'était 500 millions d'euros qui s'en allaient. 17% du portfolio total. 17% du chiffre d'affaires. Et Maxime n'était directeur que depuis 3 mois. 3 mois. Pendant 3 mois, il avait tout détruit. On l'a viré 4 mois après mon départ. Formellement, l'annonce disait « Départ mutuel en accord amiable ». Mais tout le monde savait la vérité. Il n'y avait rien d'amiable là-dedans. 2 autres comptes majeurs qui m'avaient suivi à Ether ont signifié leur départ 3 semaines après Aubert. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel qui s'évaporent en 6 semaines. Les actionnaires se sont posé des questions, les partenaires se sont inquiétés. Et puis les licenciements ont commencé. Olivier Beaumont, mon ancien chef, m'a envoyé un message sur LinkedIn 6 mois après. On aimerait peut-être discuter d'une réintégration ? Les choses sont complexes en ce moment.
C'était une belle façon diplomatique de dire « on s'est planté, on a perdu un tiers du portefeuille et Maxime a foutu la merde ». Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. On ne revient pas une fois qu'on a marché vers la porte. On ne revient pas une fois qu'on a goûté à l'air véritable. C'était étrange, au début, de me réveiller le matin et de penser « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui chez Ether ?» au lieu de « qu'est-ce que je dois faire pour maintenir ma position chez Stratégie Conseil Partners ?» Chez Stratégie Conseil Partners, tout était politique. Tu pensais à qui montait, qui descendait, qui allait te voler ton compte, qui avait le bureau avec vue, qui allait briller aux réunions du conseil d'administration, qui allait obtenir la promotion suivante. C'était un jeu constant, épuisant, sans fin. Et tu ne te rendais compte à quel point tu étais vidé par tout ça, jusqu'à quand tu n'étais plus obligé de le jouer. Jusqu'à quand tu t'asseyais chez une brasserie qui s'appelait La Paix et que tu réalisais que tu respirais enfin. Chez Ether, tout était différent. Les réunions n'étaient pas du théâtre. On ne faisait pas de réunions juste pour avoir des réunions, juste pour qu'on voit que tu travaillais, juste pour justifier ta position. On appelait les clients, on posait les questions, on écoutait vraiment, complètement, ce qu'ils disaient, et on travaillait. On travaillait le week-end si c'était nécessaire, on restait tard le soir, mais c'était un travail réel, pertinent, qui produisait quelque chose. C'était profondément satisfaisant. Au bout d'un an, Ether Conseil tournait avec 12 personnes et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pas spectaculaire sur le papier, pas assez pour faire la une des magazines de business, pas assez pour être mentionné dans les classements de « meilleur cabinet de conseil ». Mais on était rentable. On était vraiment libre. Pas de partenaires exigeant des résultats de court terme, pas d'actionnaires calculant la valeur shareholder, pas de conseil d'administration jugeant chaque décision. On était, et c'est important, nous-mêmes, authentiquement, complètement. Et plus important encore, on était fiable, on était précis. On était des gens pour qui la confiance n'était pas un buzzword à placer dans les présentations marketing. C'était l'air qu'on respirait. C'était la substance qui maintenait tout ensemble. C'était la chose qui rendait possible que Aubert appelle à 6 heures du matin et qu'on réponde parce qu'on savait qu'il y avait une vraie question. Aubert m'a appelé il y a 3 semaines. Une question technique sur la restructuration d'une filiale en Asie du Sud-Est. Rien de dramatique, juste une question d'un client qui sait qu'il peut appeler à 6 heures du matin ou à 22 heures le soir. À la fin, juste avant de raccrocher, il a dit quelque chose. « Vous savez ce que j'aime, Isabelle ? C'est que vous m'avez pas appelé pour vous plaindre de ce mec. Vous m'avez pas passé 1 heure à me convaincre que vous aviez raison et qu'il avait tort. Vous m'avez pas essayé de me rendre loyale par la pitié ou la culpabilité. Vous avez juste marché vers la sortie. Et vous m'avez laissé décider, complètement, librement. C'est parce que je savais déjà ce que tu allais décider, j'ai dit. Non, a dit Aubert. Vous aviez une espérance, vous n'étiez pas certaine. Vous aviez juste la certitude que vous mériteriez que je décide bien. C'est ça qui change tout. Il y a une différence, une vraie différence. Et c'est celle qui fait que certaines relations durent 9 ans et que d'autres ne durent que 3 mois. Pendant ce temps, chez Stratégie Conseil Partners, les choses ont empiré rapidement. Quand j'ai appris que le cabinet avait perdu 3 autres clients mineurs après Aubert et les 2 comptes majeurs suivants, je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti un vide. Parce que je savais que tout ça aurait pu être différent. Si Maxime avait juste écouté, si l'ego n'était pas entré, si la confiance avait pu prévaloir, si un costume Tom Ford n'avait pas suffi pour croire qu'il pouvait remplacer 9 ans de travail avec 117 slides. Mais l'ego entre toujours. Avec des gens comme Maxime, c'est inévitable. La vraie question que j'ai commencé à me poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça dit d'un système, d'un cabinet, d'une entreprise, quand la confiance peut être dilapidée en 3 mois par quelqu'un d'assez arrogant pour croire qu'il peut remplacer 9 années de relations patientes avec une présentation brillante et du jargon parfait? Qu'est-ce que ça dit quand quelqu'un se lève et déclare que 9 ans de travail, c'est du support? Ça dit que le système n'était jamais vraiment solide.
que tout reposait sur l'intuition, la relation personnelle, la confiance, et que tout ça peut disparaître si tu laisses entrer quelqu'un de suffisamment arrogant, quelqu'un qui confond l'image avec la réalité au point de perdre les deux. C'est terrifiant. Et libérateur en même temps. Parce que ça signifie qu'il n'y avait jamais de véritable sécurité chez Strategy Conseil Partners. J'avais juste du prestige, du titre, une position dans une machine, une place à une table, mais une place qu'on pouvait me retirer d'un jour à l'autre si quelqu'un de plus jeune, plus impressionnant, plus confiant arrivait. Mais la minute où quelqu'un de plus bruyant arrivait, tout pouvait disparaître. Et j'ai réalisé que ça ne me dérangeait plus. Parce que le prestige sans la substance, c'est juste du bruit. Et le bruit s'éteint. Parce que j'avais quelque chose de mieux. J'avais la confiance véritable, celle qu'on a gagnée, pas celle qu'on m'avait donnée. Voilà ce que j'ai appris en 9 ans chez Strategy Conseil Partners et en 1 année entière chez Ether Conseil. La valeur n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu accomplis formellement dans les rapports de synthèse. Ce n'est pas ce que tu affiches sur ton LinkedIn. La valeur, c'est ce que les gens sont prêts à suivre. C'est ce qu'ils sont prêts à choisir de nouveau. C'est la confiance. C'est la personne qui sait ce qu'elle fait et qui ne ressent pas le besoin obsessionnel d'en parler, de s'en vanter, de se la faire créditer en réunion. C'est la personne qui reste calme quand tout s'écroule. C'est la personne qui marche vers la porte au moment exact où il le faut, sans drame, sans rancune, juste avec la clarté que certaines choses finissent. C'est la personne qui comprend que parfois, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de reconnaître que tu ne peux pas changer les gens qui ne veulent pas être changés, que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Maxime avait le costume, le vocabulaire, la présentation, l'énergie. Tout ce qu'on vend généralement dans ce monde de conseils, de transformation, de buzzwords et de frameworks façonnés pour séduire les cadres de haut niveau. Et il a perdu, parce qu'il ne comprenait pas une seule chose fondamentale, une seule vérité immutable, que les meilleures relations ne se vendent pas. Elles ne s'achètent pas non plus. Elles se gagnent. Lentement, difficilement, minutieusement. Et une fois qu'elles sont gagnées, une fois qu'elles sont établies, tu les protèges comme si c'était ta vie. Parce que, en quelque sorte, c'est ta vie. C'est ton gagne-pain. C'est ta crédibilité. C'est tout ce qui te rend digne de confiance. C'est une leçon que j'ai apprise difficilement, et lentement, et définitivement. Et je pense qu'elle vaut la peine d'être partagée. Parce qu'il y a énormément de maximes dans le monde. Énormément de gens qui lisent les bons livres, qui disent les bons mots, qui portent les bons costumes. Et beaucoup, vraiment beaucoup, qui croient sincèrement que ça suffit. Ils regardent un PowerPoint brillant et ils pensent que c'est de la stratégie. Ils entendent du jargon impeccable et ils pensent que c'est de la profondeur. Ils voient un homme confiant qui parle vite et qui ne doute de rien et ils pensent que c'est du leadership. Mais la confiance, ce n'est pas quelque chose que tu achètes avec un costume. Ce n'est pas quelque chose que tu vends avec un PowerPoint brillant ou un vocabulaire impressionnant. C'est quelque chose que tu bâtis avec du temps, de l'attention et une profonde honnêteté sur ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. C'est quelque chose que tu gères comme un jardin. Tu le cultives, tu le protèges, tu reconnais ses fragilités. Et la minute où tu arrêtes de respecter ça, la minute où tu commences à penser que tu peux simplement donner des ordres au lieu d'écouter, que tu peux remplacer 9 ans de travail par 117 slides et un sourire blanchâtre, c'est la minute où tu as perdu. Pas juste le compte, pas juste le client. Tu as perdu ta crédibilité. Tu as perdu ta substance. Tu es devenu une présentation vide. C'était ma vie. Et je ne l'ai jamais regretté.